Une belle idée mathématique ou une belle idée conceptuelle, elle peut être extrêmement élégante et même sensuelle. Donc je suis Xavier Veillant, j'ai 47 ans et je suis artiste visuel. Et j'aime bien reprendre ce terme américain de visual artist parce que ça correspond bien au champ dans lequel j'évolue. Moi, je ressens un lien très fort avec beaucoup d'artistes en fait, parce que je suis très fan. Je suis un grand fan de Ed Ruscha, de Ron Kawara, d'Edouard Manet, de Diego Velázquez, enfin, de Brancusi, de Calder, de Philippe Parreno. Je suis un grand fan d'Andy Warhol. Je suis un énorme fan de John Armleder. Je suis épaté par ce que font les artistes, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est que tout cet univers peinture, objets, installations, tout ce qui est des films, etc., établit un champ qui est un champ intermédiaire entre l'espace mental dans lequel on vit chacun et l'espace réel. Donc il y a c'est ça en fait la motivation pour faire de l'art, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que les œuvres, en fait, quand elles fonctionnent, créent un lien entre un espace privé, un espace incommunicable, je dirais, et une réalité qui est une réalité commune. Je pense que la réalité tangible est souvent largement plus irrationnelle que notre espace mental. Deleuze, Guattari, des gens aussi moins connus comme Clément Rosset, par exemple. Mais en fait, j'ai pas de formation philosophique, et en fait, je lis surtout des ouvrages scientifiques, auxquels je comprends pas grand-chose d'ailleurs, mais enfin, il y a une espèce de poésie qui me plaît beaucoup, dans des ouvrages sur le temps, sur l'histoire de l'univers, sur les forces principales qui nous entourent, comme par exemple la gravitation. Et ça m'intéresse beaucoup. Je pense qu'il y a une équivalence entre l'art et la science à ce niveau-là, qui est de pointer des choses qui sont déjà présentes, qui ne sont pas de l'ordre de l'invention, mais de la découverte. Une observation des faits, des choses, et après ça, il y a une tentative de les analyser, mais dans une très grande virtualité. Donc il y a le côté expérimentation, il y a le côté qu'est-ce qui fait qu'une science est une science, c'est sa capacité à être reproduite, par exemple. Et en art, on est régi par d'autres lois, mais qui sont souvent assez parallèles. Moi, je me sens assez proche des scientifiques, en fait. L'art n'échappe pas à l'emprise plus ou moins positive de l'économie. Mais juste après ça, juste après l'économie, c'est sans doute la science qui est la force la plus importante, même si c'est assez discret. Et en cela, on est assez proche, je crois, d'une sorte de renaissance où bon, c'est plus les Médicis, ou c'est plutôt des grandes forces économiques qui vont générer tel ou tel type d'œuvre. C'est assez intéressant pour un artiste d'analyser comment la forme de l'art évolue suivant une pression économique qui n'est pas du tout que la personne qui paye dit « je veux avoir ça ». La notion de spectaculaire avec laquelle je travaille beaucoup, moi, est différente de celle qui était il y a 10 ans, par exemple. Le champ de l'art grandit non pas comme une taille, mais comme un volume. Donc c'est exponentiel. Une des choses qui m'ont beaucoup intéressé par rapport à l'exposition que j'ai faite à Versailles l'année dernière, c'était cette confrontation avec la notion de quantitatif et comment l'art peut garder une certaine radicalité, une certaine intégrité dans ce champ du quantitatif, quoi. Donc, tout ça a des conséquences politiques, politiques au sens large du terme, qui sont dirigées, dictées un peu par l'économie. C'est une grande question à mon avis, et pour les artistes contemporains, quelque chose qui est un peu
inévitable, dans le sens où c'est difficile de ne pas être confronté à cette question. Bien sûr, j'ai pris en considération tous ces facteurs-là. Mais moi, ce qui m'intéressait, en l'occurrence, c'était de faire un bateau. Ce qui intéressait les gens qui me le demandaient, c'était de faire une sculpture. Mais à chaque moment du projet, j'ai été très concentré sur le fait que ça soit un bateau qui soit opérationnel et qui ait des très bonnes performances techniques, etc. Donc dans sa catégorie, c'est un des meilleurs bateaux qui soit, avant d'être une œuvre. Il y a un côté un peu immoral de faire des gros bateaux à moteur qui m'a beaucoup plu. Après ça, évidemment, l'objet, une incongruité, évidemment, est voulue, mais il y a juste un petit décalage qui est justement de créer cet espace intermédiaire entre l'espace réel du nautisme et puis un objet qui est plus comme une formalisation assez littérale d'une idée. C'est-à-dire un bateau monochrome. C'est comme une sorte c'est comme s'il y avait un cache ou un trou. Tout à coup, il y a un truc qui est d'une seule couleur, ce qui est très anti-naturel et qui crée comme une sorte d'espace propre dans l'environnement et dans l'image quand on le reproduit. C'est ça qui m'intéresse aussi. Les artistes, ils sont tristes à mourir quand ils parlent de leur galerie parce qu'ils sont toujours à se plaindre. C'est comme les photographes avec leurs agents ou les réalisateurs avec leurs producteurs. Enfin, c'est une espèce de truc sans cesse répété. Mais c'est un peu inhérent à la fonction, c'est-à-dire que les artistes ont besoin des galeristes, les galeristes ont besoin des artistes. Ils ont des buts complètement différents. Il faut juste le savoir et puis voilà quoi. C'est pas... Moi, je vends rien. Je fabrique des choses, je les conçois, et après ça, il y a quelqu'un qui les vend, et j'ai beaucoup d'intérêt, de respect aussi pour cette fonction-là. Bah, il faut regarder le programme de Jennifer Flay en 1990, quoi. C'était hallucinant, quoi. Il y avait, je sais pas, Kloski, Dominique Gonzalez-Foster, Alain Séchasse, des gens comme ça. Il y avait Michel François, qui est un très très bon artiste belge. Et il y avait Félix González-Torres, Karen Kilimnik, Sean Landers, John Currin. Enfin bon, elle a fait les premières expos une brochette incroyable d'artistes américains. Matthew McCaslin, des gens qui ont eu des destins complètement différents. Mais c'était la galerie où il fallait être dans les années 90, quoi. Pour moi, c'est vraiment clair. Plus on voyage, plus Paris est sublime, quoi. C'est-à-dire, moi j'adore partir et j'adore aussi revenir, quoi. Parce qu'il y a une qualité ici. Mais moi, ça c'est une vision de provincial. Moi, je me suis suffisamment ennuyé en province pour adorer les grandes capitales. C'est une ville qui a... Son problème, c'est que c'est une ville trop petite, qui est complètement ceinturée par le périphérique. Il suffirait de le couvrir, ce qui est en train de se faire, ou de l'enlever, de l'élargir. Enfin, pour moi, c'est évident que Montrouge et Saint-Ouen, Montreuil et Neuilly, ça fait partie de Paris, quoi. Il faudrait que Paris se venise un petit peu, quoi. C'est-à-dire que si on avait le service de métro, mais sur l'eau, ça serait génial. Je ne sais pas si vous avez déjà été sur l'eau à Paris, mais c'est une vision complètement différente de la ville. Tout à coup, on voit le ciel, on sent des odeurs pas si mauvaises que ça. C'est plausible, mon truc, de bateau sur l'eau. Ouais, c'est bien, hein, ça colle avec... Voilà. Voilà. Oui, moi, je serais au milieu de tout ça avec mon truc. Je pense que... Il va falloir... chapitrer...